Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e partie du résumé du roman Le Monde perdu de Michael Crichton. Et donc, commençons dès maintenant. Sarah Harding sent une surface chaude et humide toucher son visage et cela ressemble à du papier de verre. Cette sensation se produit 2 fois. Quelque chose d'humide tombe sur son cou, puis elle commence à sentir une odeur sucrée et recommence à sentir le grattage. En ouvrant les yeux, elle pense d'abord que la créature est un cheval. Il a de grands yeux ternes et des cils doux. La sensation qu'elle a ressentie était agréable après sa quasi-noyade jusqu'à ce qu'elle réalise que ce n'est pas un cheval qui l'a léché. L'animal était trop étroit pour être un cheval. Il avait un cou épais et un corps lourd. Son mouvement l'a surpris et Harding a vu une petite tête, un cou épais, un corps énorme et lourd, une double rangée de plaques dorsales courant le long de la crête du dos, une queue traînante avec 2 pointes de dents. Elle identifie l'animal comme un stégosaure. Alors que le dinosaure s'éloigne, Harding a finalement trouvé l'énergie nécessaire pour se lever. Alors qu'elle se lève, le stégosaure l'ignore et regarde sa montre. Il est 1h30 de l'après-midi. Lorsqu'elle bouge, elle a soif. Mais elle s'est déjà entraînée en Afrique à rester sans eau pendant de longues périodes. Elle se retrouve bientôt au sommet d'une crête, puis marche sur une piste. Au bout d'un quart d'heure, elle entend des bruits de chiens et se hisse rapidement sur une branche d'un arbre. Harding a repéré un nouveau dinosaure en dessous d'elle, avec des pattes acérées, un corps sombre, mesurant 6 pieds de haut, avec des rayures rougeâtres comme un tigre. Un trio se forma et elle savait qu'il s'agissait de prédateurs chassant en meute. Forte de son expérience, elle a dénombré une dizaine de prédateurs et malgré le danger, elle descend pour les suivre. Ils ont déjà tué une proie, et elle a vu que ce n'était pas n'importe quelle proie de son séjour en Afrique. Dans cette région, les animaux mangeaient différentes parties de la carcasse et de manière ordonnée. Ici, les dinosaures l'ont fait avec frénésie, arrachant le corps, tandis que d'autres sifflaient simultanément. Les jeunes ne s'approchaient pas des proies comme les adultes. Elle a repéré des cicatrices sur tous les prédateurs adultes. Une autre différence avec les carnivores africains qui se battaient pour parader et par agression rituelle, la proie blessée a quand même riposté et a été conclu que c'était définitivement un monde différent. Richard Levin est toujours dans la jungle à la suite du troupeau de Parasaurolophus. Il sait pourquoi il marche en file indienne. La jungle dense interdit toute dispersion à grande échelle. Ils émettent toujours des sons, mais le son est désormais aigu. Levin suit le son et commence à sentir une odeur nauséabonde, mais aussi douce. Les sons se sont maintenant transformés en un aboiement coupé et il sait qu'ils sont agités, mais ne sait pourquoi ni comment. Il s'avance plus à l'intérieur et ils entendent à nouveau pousser un cri. Edgar se rend au cache en l'air et ne trouve pas Levin. Remarquant à la fois des traces de dinosaures et des marques de bottes de Levin, il hésite à entrer dans la jungle, mais y entre finalement. Levin a repéré un Parasaurolophus qui balance constamment la tête. Il le voit uriner, puis repère les autres en train d'uriner également, se positionnant dans diverses positions dans la clairière. Il découvre qu'il préfère uriner à des endroits particuliers en coordination, comme les rhinocéros ou les cerfs. Pourtant, aucun scientifique n'a jamais su que les dinosaures agissaient de cette façon. Levin voit alors le troupeau déféquer ensemble, puis à nouveau émettre des sons de trompette graves et finalement produire des flatulences. Eddie l'interrompt, l'appelant l'épée de dinosaure, et fait remarquer qu'il ne faut pas allumer une allumette, sinon l'endroit va exploser. Levin lui dit grossièrement de se taire, considérant silencieusement Eddie comme un jeune imbécile vulgaire, et Levin ne s'intéresse qu'au comportement du groupe de Parasaurolophus. Bientôt, ces derniers font quelque chose d'étrange. Ils lèchent leur propre urine. Levin théorise que cela consiste à récupérer les nutriments perdus ou même les hormones. Levin sait qu'il ne peut que se forger sa propre opinion. Soudain, le troupeau pousse un dernier cri et s'enfonce plus loin dans la jungle. Levin tente de le suivre, mais Eddie le rejoint sur le vélo. 2 nouveaux dinosaures apparaissent soudainement et Levin les identifie instantanément comme des Compsognathus. Levin trouve étonnant que les compis ne mangent pas que les excréments frais et boivent le reste des urines et non les revenants, comme le feraient des charognards normaux. Il tente d'obtenir un échantillon de fumier, mais est mordu par un compi. Eddie lui crie dessus et ils se rejoignent sur le vélo et s'enfuient. Lewis Dodson arrête la Jeep alors que les hommes voient de grandes empreintes de pas et entendent des klaxons. Il demande ensuite une boîte et il est clair que Howard King et George Baselton ne savent pas ce qu'il veut dire et seulement après que quelques disputes, Dodson prend la boîte, branche une batterie et demande à King si les batteries sont chargées et elles le sont. Il révèle enfin le plan. La boîte émettra des sons aigus, effrayant les dinosaures. Dodson le fera fonctionner en ajustant le volume et la hauteur des sons. Les 2 autres emménageront dans les nids individuels, ramasseront des œufs
et Dodson reviendra en dernier. Baselton est confiant tandis que King se demande de quelle race de dinosaures ils sont sur le point de voler les œufs. Dodson s'en fiche et le nid devant est représenté comme mesurant 7 pieds de large et 3 pieds de profondeur. Dodson identifie les 20 dinosaures adultes comme étant des Maiasaura et la tâche sera simple. En observant, Dodson remarque que les Maiasaura sont attentifs, laissent tomber l'herbe pour réguler la température des œufs, se promenant autour des monts pour éviter de casser les coquilles. Dodson dit à Baselton que ce sont simplement des vaches surdimensionnées. Il démarre la boîte et se rapproche. Les dinosaures adultes émettent des sons en réponse à un son aigu, mais ne bougent pas au départ. Alors que Dodson augmente la hauteur, les Maiasaura urinent de peur et s'éloignent du nid. King et Baselton suivent les instructions de Dodson et qu'il éteint l'appareil. Alors que les dinosaures adultes reviennent, ils ne semblent pas trouver les œufs manquants et Dodson pense qu'ils sont stupides. Les autres déposent les œufs dans des boîtes individuelles et se dirigent vers le prochain nid de dinosaures. Eddie ramène Levin au cachot en l'air pour des raisons de sécurité. Levin a quelques blessures et Eddie tente de les nettoyer. Mais Levin dit qu'il ne ressent aucune douleur. Il souhaite simplement revenir sur ses observations qui se trouvent à proximité et trouve Eddie ennuyé. Il dit qu'il a perturbé ce qu'il faisait auparavant, exécutant un cri similaire à leur appel. Eddie note que le paléontologue a des excréments de dinosaures dans les oreilles et des lacérations. Il essaie de les nettoyer, mais Levin pousse un cri agaçant. Les tentatives de Eddie sont jugées inutiles et Levin considère la tache de sang comme mineure. Mais bientôt, Eddie reçoit quelque chose. Sarah Harding a été récupérée et emmenée dans la caravane. Levin insiste sur le fait de retourner à ses observations. Kelly Curtis est étonnée de voir son idole Sarah Harding ainsi que ses vêtements sales pendant que Harding est sous la douche. Kelly est sur le point de toucher les vêtements jusqu'à ce qu'elle entend Harding l'appeler et est étonnée que le comportementaliste animalier se souvienne de son nom. Harding demande du shampoing et Kelly, toujours choquée, le cherche rapidement. Harding rappelle, disant à Kelly de ne pas s'inquiéter s'il n'y a pas de shampoing. Au lieu de cela, elle demande du liquide vaisselle et s'en fiche, affirmant que c'est la même chose à son avis. Ensuite, Sarah montre à quel point elle est informelle, disant à Kelly de l'appeler par son prénom. Kelly cependant est toujours nerveuse. Kelly, toujours nerveuse, attend au cas où Sarah aurait besoin d'autre chose et l'entend fredonner. En sortant, elle montre en outre à quel point elle se soucie de sa propre apparence en passant simplement les doigts dans ses cheveux. Elle fait également l'éloge de l'apparence de la caravane et demande l'âge de Kelly. Mais l'année scolaire est incorrecte et Kelly lui dit qu'il y a des vêtements propres laissés par Yann. Sarah demande ensuite à Kelly ce qu'elle compte faire quand elle sera grande. Elle loue la réponse incertaine de Kelly. Sarah poursuit en déclarant que personne d'intelligent ne sait ce qu'il veut faire avant d'avoir atteint la vingtaine ou la trentaine. Kelly répond à Sarah qu'elle adore étudier les mathématiques, même si Sarah sent son ton nerveux. Kelly continue d'admettre que les filles ne sont pas censées être bonnes en mathématiques et Sarah ne comprend pas. Kelly reste silencieuse alors qu'elle sent la sensation de chaleur avec Sarah se dissiper. Leur conversation est interrompue par les cris de Malcolm. Il trouve tous les hommes, sauf Levin, rassemblés autour des moniteurs et une Jeep apparaît à l'écran. Malcolm pleure. C'est Lewis Dodson. Il demande à Harby où se trouve la Jeep et le jeune garçon dit qu'elle se trouve dans la vallée et près de l'endroit où ils ont initialement retrouvé Levin. Levin, par radio, est choqué d'apprendre qu'il y en a d'autres sur l'île et il dit que l'équipe devrait arrêter le groupe Biocine de peur qu'il ne gâche les choses. Sarah dit à Malcolm que Dodson est son ami et apprend qu'il n'est pas l'ami de Malcolm. Malcolm conclut en disant qu'il doit vraiment arrêter Dodson. Le trio de Biocine entend un grognement sourd et Dodson ressent une vibration qui fait trembler les clés de la voiture. Howard King et Baselton sont pleins de peur lorsqu'un énorme tyrannosaure Rex apparaît. Dodson pense d'abord s'installer dans un nid avec les dinosaures moins agressifs, puis reprend confiance. King affirme que les batteries de leur appareil sont chargées, mais a toujours peur contrairement à Baselton. Le biologiste raconte l'article de John Roxton selon laquelle un T-Rex ne voit que le mouvement et qu'il faut rester immobile pour éviter que le T-Rex ne le repère. Et il croit à cette théorie. King est arrêté par Dodson et Baselton, se souvient à quel point il est intelligent pour éduquer les autres mal informés et sans en confiance. Un autre T-Rex adulte apparaît et les deux ignorent initialement Dodson. Il démarre son appareil en réponse. Le rugissement du dinosaure effraie à nouveau King, mais Dodson reste calme et augmente le volume jusqu'à ce qu'un niveau a coupé le souffle. Les T-Rex reculent, baissent la tête et clignotent des yeux. Les deux parents vérifient leur nid et secouent la tête, indiquant qu'ils prennent soin de leurs petits et éclaircissent leur vision. Comme avec les Maiasaura, ils urinent et Dodson crie à ses compagnons de prendre rapidement les œufs. Mais en voulant attraper un œuf, King marcha sur la jambe d'un des bébés. Cependant, Baselton perd confiance et ne peut pas terminer la commande malgré les cris de Dodson. Dodson entre dans le nid et la fiche de batterie se casse, éteignant l'appareil. Les T-Rex adultes remarquent maintenant le silence soudain et Dodson et Baselton se souviennent du papier de Roxton et restent immobiles. Soudain,
les T-Rex se dirigent vers Baselton. Un des adultes charge vers Dodson, s'arrêtant parfois en beuglant, tandis que l'autre reste sur le côté du nid. Pendant qu'ils chargent, ils ne semblent pas attaquer immédiatement les hommes, ils ont peut-être disparu de la vision du dinosaure. Dodson n'ose jeter un coup d'œil à Baselton, qui selon lui pourrait faire pipi dans son pantalon. Dodson espère que le célèbre biologiste ne bougera pas, sinon il sera tué. Dodson se souvient de ce que Baselton a remarqué à propos de l'article du journal de Roxton sur une vision de T-Rex d'objets immobiles et pense que rester immobile est correct. Il essaye de rebrancher le cordon d'alimentation de la batterie de son appareil audio tout en gardant un œil sur le T-Rex qui approche. Le bébé pleure et attire ses parents et maintenant le T-Rex est devant Baselton, pas Dodson. Ces derniers pensent toujours que le dinosaure adulte ne peut pas le voir. Le T-Rex ouvre la gueule et sent Baselton. Et Dodson réalise que le carnivore peut réellement le voir. D'un mouvement terrifiant, Baselton est renversé, pressé par le pied du T-Rex et mangé vivant dans un grand cri comme dernier cri. Dodson ne pouvait que voir la main de Baselton et le regarder courir ensuite rapidement. Dodson atteint la Jeep et avec un certain choc jure à Howard King que Baselton a été tué. Toujours plus rationnel, pense qu'il devrait rendre l'œuf. Mais Dodson lui crie dessus encore une fois et se débat avec son assistant pendant qu'il conduit. L'un des T-Rex apparaît et bloque le chemin de la Jeep. Dodson jure devant la suggestion de King et renverse. Cependant, le deuxième T-Rex apparaît, les piégeant. Alors qu'il tente sauvagement le volant, la Jeep s'écrase dans des broussailles denses et des arbres environ et les roues arrière pendent au-dessus d'une colline. Avec les rugissements des T-Rex à proximité, Dodson saute, heurte un tronc d'arbre et tombe inconscient. Et c'est la fin de cette 5e partie du roman. Alors déjà, comme on peut le voir, c'est encore une fois assez différent. Déjà, alors, pour la scène où Sarah se fait lécher par un stégosaure, alors déjà, cette scène, elle sera pas gardée dans le film, mais cependant, elle sera utilisée dans le Jurassic World Fallen Kingdom, sauf que cette fois-ci, c'est un Sinocératops et non pas un stégosaure qui lèche Owen Grady. Et donc aussi, on en apprend un peu sur le comportement des dinosaures qui font des trucs assez spéciaux, comme on peut le noter dans les passages où Levin regarde les Parasaurolophus. Et donc alors aussi, bon, pour la scène des Maiasaura, alors bien sûr, rien de cette scène ne sera gardé ni inspiré dans le film, parce que dans le film, il n'y a pas du tout de tentative de vol ou autre concernant des autres dinosaures. Par contre, pour la scène où Howard King écrase sans faire exprès la patte d'un bébé T-Rex, eh bien, il devait y avoir un clin d'œil à cette scène dans le film où en fait Peter Ludlow devait tomber sur la jambe du petit T-Rex. Mais cette scène, même si elle a été tournée, elle n'a pas été gardée. C'est d'ailleurs un truc assez dommage parce que ça aurait ajouté un plus à la relation entre Ajay Sidhu et Roland Tembo et à la scène où le bébé T-Rex tue Peter Ludlow. Et donc, et à part ça, on peut voir que Kelly et Sarah semblent assez proches, quelque chose qui n'est pas vraiment montré dans le film. Mais en tout cas, on peut voir qu'elles ont l'air assez proches. Et aussi, comme on peut le voir, à la fin de ce chapitre, le fait que les T-Rex ont une vision basée sur le mouvement, eh bien, on peut voir que cela est réfuté. Mais cependant, ça n'a pas empêché que ça soit toujours le cas dans les films. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouvera assez fréquemment de nos jours dans la saga. Même si aujourd'hui, on sait que dans la vraie vie, les T-Rex n'avaient pas de vision basée sur le mouvement. Et à part ça, alors pour la mort de Baselton, eh bien, elle sera quelque peu inspirée pour la mort de Ken Whitley dans Fallen Kingdom, notamment pour la scène où on peut voir un bras de Baselton sortir de la bouche du T-Rex, comme c'est le cas dans Fallen Kingdom, quand on peut voir le bras de Ken Whitley dans la gueule de l'Indoraptor. Et donc à part ça, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant cette 5e partie du résumé du roman Le Monde Perdu de Michael Crichton. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.